Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richomme, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. VPLP. 4 lettres, gage de qualité, d'innovation, de renommée mondiale. Gage aussi d'architecture navale de haut rang. Et il se trouve qu'elle est ingénieure dans ce cabinet d'excellence. Spécialité, experte en structure composite, genre vraiment pointue elle est. Elle sort de l'école référence de Southampton et pendant plus de 10 ans, elle a travaillé pour Gurit, un des leaders mondiaux des matériaux composites. La société a d'ailleurs ouvert un bureau d'études, Gurit Engineering, qui a fait sa place dans la course au large. Et puis, depuis plusieurs années, ses convictions écologiques ont pris de plus en plus de place dans son travail, dans sa façon d'envisager l'avenir aussi, des matériaux, celui des bateaux. Associer innovation et durabilité, c'est son cheval de bataille. L'éco-conception, une vraie préoccupation. Faire que la performance se compte en temps long aussi. Alors elle y croit, elle en parle, elle en fait même des conférences. Katia Merle est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Katia. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais ça va bien, je suis, ravie d'être là. C'est, très sympathique de se prêter à cet exercice et puis, c'est déjà sympa d'entendre, la petite introduction que tu viens de faire. Merci. Mais avec plaisir. Ça ressemble à quoi tes après-midi, tes journées là en ce moment? Hem j'ai un peu l'impression de naviguer entre plusieurs choses, plusieurs espaces. Effectivement, comme tu l'as amené, je travaille, dans un cabinet où il y a, des projets, d'excellence qui sont en grande partie, pour le cabinet Vantel dans lequel je suis, tournés vers la performance. Donc, mes journées, elles sont rythmées quand même, pas mal par ça, par, du travail avec, très concret avec des équipes de course, avec, du coup des choses, hem, qui se gèrent vraiment, dans l'action, au contact des chantiers, au contact des équipes avec du coup, des choses assez denses, assez rapides, assez, techniques. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi, un travail qui est un peu plus un travail de fond, qui peut parfois être, pour l'instant, un petit peu moins concret, sur justement essayer de développer de nouveaux outils, d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie, participer à des espaces d'échange beaucoup. Je pense qu'on en est, c'est une des choses que l'écosystème de la course a réussi à créer autour de ces enjeux environnementaux. C'est des espaces où on discute les uns avec les autres. Voilà, j'ai beaucoup échangé avec la classe IMOCA pendant, les années, qui ont mené à la publication des nouvelles règles, Pour le Vendée Globe? environnementales, voilà. Donc ça, c'est des moments où effectivement on est plus, sur du temps long, hem, sur des échanges de fond, donc voilà, mes journées, elles se ressemblent pas, voilà. Et alors à part le travail, il y a la place pour quoi d'autre?
Alors, il y a la place pour pas mal de choses dans ma vie parce que ça fait partie des choses que j'ai réussi à asseoir dans mon rythme de vie. C'est que, je travaille à temps partiel depuis la naissance de ma fille il y a 10 ans, et donc j'ai vraiment, eu à cœur depuis toutes ces années, de garder de l'espace pour, rester connectée à des choses complètement hors de tout ce monde de la course. Ça, c'est un truc qui est vraiment assez vital pour moi. Je navigue, sur, mon bateau, depuis des années, sur un modèle de croisière, voire de grande croisière. J'ai fait pas mal de voyages à la voile, donc ça, c'est des projets qui prennent de l'espace dans une vie, Mmh. heu, Un de bel manière assez espace. cyclique. Un bel espace, voilà. Donc j'ai la chance de pouvoir mener des projets de ce type-là et puis je suis maman aussi, donc j'ai j'accorde du temps aussi à cette part-là de moi-même. J'ai tendance à être un peu, à 400 dans tout ce que je fais. Mais je ne sais pas comment, par miracle, j'ai réussi à garder plusieurs espaces. Donc je suis à 400 dans plusieurs espaces, comme ça et c'est, je pense, ça qui me tient. C'est pas mal, hein. Moi, je veux bien la recette, hein. Genre tu me donneras. Ta fille, tu lui as transmis ta passion pour la voile? Oh là là, un vaste sujet. On a fait en 2023 un voyage en famille, pendant 6 mois. On est partis, tous les 3 en Norvège, depuis le port de Vannes. On est passés, sous les fenêtres du bureau de VPLP avec notre bateau et ça a été incroyable. Je pense qu'elle a kiffé honnêtement. Elle était, dans la contemplation, pendant les naves, ça lui est arrivé de passer, 3-4 heures avec moi assise au fond du cockpit, moi à la barre et puis, elle qui regarde juste les vagues quoi, et donc ça a été un immense bonheur de lui transmettre ça. Et en même temps, je pense que, elle a pas trop envie qu'on lui colle à la tronche l'étiquette de, «Tes parents naviguent et donc toi aussi». Elle a son petit caractère et là, à l'âge qu'elle a, elle commence à nous dire que, ben, elle a peut-être envie de faire autre chose de sa vie donc voilà, on essaie d'accueillir, de pas forcer la main mais je crois qu'on a planté une petite graine quand même, carrément. Eh ben, on va revenir au début. Toi, la petite graine, elle a été plantée, comment et par qui? Ça commence comment ton histoire, d'amour avec ce milieu-là, avec la mer, avec, les bateaux? Mmh. Je pense que la toute première fois où je suis montée sur un bateau, c'était sur la Loire. Donc vraiment loin de l'océan, les séances d'optimistes dans le courant, franchement, c'est innavigable, c'est une galère sans nom, mais c'est là que j'ai commencé et je pense que j'ai très tôt été touchée, très vite. Je suis quand même allée naviguer plutôt en Bretagne, à Étel, dans la bassine là, assez petite, mais très ponctuellement. Moi, j'ai grandi à Paris, après on a déménagé à Aix-en-Provence. Donc la voile faisait pas du tout partie du quotidien familial. Mais pendant les vacances, pendant des petits moments comme ça, des parenthèses, ça s'est hyper vite imposé pour moi, en fait. Parce que c'est un espace, j'étais très casse-cou, très physique, j'avais besoin d'être, la tête dans le vent, j'avais besoin de bouger, et donc ça a été un espace de liberté, de mouvement, vraiment incroyable, de sensations aussi et puis très, très vite, il y a eu des rencontres humaines. Moi, j'ai fait partie de ces gamins qui étaient en subjugation totale devant leur moniteur de voile, je gardais des souvenirs de mes stages de voile, je rentrais de là, j'en parlais pendant des mois, c'est et donc je crois que c'est vraiment ça qui m'y a fait, y retourner été après été. J'ai passé mon monitorat, je suis devenue monitrice de voile, j'ai à nouveau à mon tour transmis ce truc-là, avec vraiment ce lien humain très fort de la passion partagée, en fait. J'ai été très peu dans la compétition, à la voile enfant. Moi, j'étais très compétitive, je faisais de la natation synchronisée à haut niveau, donc j'avais ma part de compétition ailleurs et la voile, c'était tout sauf la compète, quoi. C'était, justement l'espace de liberté où il y avait moins de règles, où il y avait un espèce de lâcher prise dans la nature assez brute, et c'est toujours ça qui me tient d'ailleurs dans ma pratique de la voile. Mmh. Si tu étais en pamoison devant tes profs de voile, est-ce que tu avais des idoles déjà à l'époque? Alors, oui, il y a eu quand même, assez naturellement Franck Camas qui est venu parce que son père était enseignant dans mon lycée, on avait réussi à le faire venir avec mon club de voile. Là, je chapeautais un peu le projet voile du lycée, donc ça a été un des premiers navigateurs que j'ai pu, «approcher» entre guillemets.
Et puis Hélène MacArthur, ça a été un truc de dingue quand même, je pense pour beaucoup de jeunes et notamment de jeunes femmes, sûrement de ma génération. Hem, voilà et puis, il y avait quand même le Vendée Globe aussi, il y avait une maquette, de Veolia à l'époque de Roland Jourdain à la maison là qui trônait sur le bureau de mon père pendant des années et ça a été quand même, ouais, quelqu'un que j'ai regardé avec pas mal d'admiration aussi, ouais. Justement, à la maison, la voile, elle avait une place particulière au-delà de tes stages, au sein de la famille? Elle avait une place particulière? La mer avait une place particulière dans le cœur et la vie de mon père qui a toujours été très, très attiré par la mer, mais qui l'a jamais, heu, vraiment, réalisé sa passion jusqu'à assez tard. En fait, on a eu un bateau de croisière, un Dufour, 32 quand, mon père a eu la cinquantaine, moi je devais avoir, 12-13 ans et ça a été, pour lui la réalisation du rêve de sa vie. Il nous a embarqués là-dessus, mais en fait lui-même était pas, hyper assuré. Donc je m'en suis rendu compte après, hein, sur le coup, bon, bah, voilà, c'était mon père, je suivais, mais je veux dire concrètement, le jour où on a fait une nappe de nuit pour aller en Corse, c'était l'aventure quasiment autant pour lui que pour nous, quoi. Donc assez rapidement, en fait, moi, comme j'y allais à fond, comme, voilà, je pense que je suis devenue, un membre d'équipage assez solide finalement. Donc, j'ai été embarquée par sa passion, par l'étincelle qu'il a mise. Là, vraiment, lui, il a toujours regardé la mer. Il était absolument passionné de ça, mais, finalement, assez rapidement, c'est lui qui s'est mis à regarder mes propres projets avec une étincelle dans les yeux. Et ça c'est quelque chose qui a quand même vachement compté pour moi, hein. C'est sûr, de sentir comme ça, le regard paternel sur ce qu'on fait, je pense que finalement j'ai réalisé, des choses que peut-être lui, il a pas pu toucher du doigt, mais qui l'ont fait rêver en tout cas. Je pense qu'il a un petit peu rêvé à travers moi. Quand la première fois que je suis partie en voyage en bateau, on est partis 2 ans avec mon conjoint sur un vieux halftonner qu'on a retapé pendant super longtemps avant. On est partis complètement à l'arrache, et on l'a embarqué avec nous pour la première étape, de Morlaix jusqu'à Camaret. Le bateau, enfin le réservoir d'eau s'est vidé dans les fonds. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas les cartes. Mon mec a vomi au bout de 2 heures et mon Ça partait père qui bien, nous quoi. voyait partir comme ça, il nous regardait avec des yeux de gamin, quoi. Il en rêvait, quoi. Donc quelque part, il m'a transmis quelque chose, malgré tout, en fait. C'est ça qui est génial et puis surtout, on a ma sœur d'abord, puis moi, on a bénéficié d'une confiance, presque aveugle de sa part parce qu'il nous a laissé prendre le bateau familial avec des copains. Ma sœur est partie en croisière avec ses potes à 16 ans toute seule. Ah oui, quand même. Une semaine, voilà, le seule instruction, c'était: «Appelez-moi chaque soir, je veux savoir où vous êtes mouillés». À une époque où il y avait pas de carto électronique, il y avait pas de tout ça, donc il a eu, un élan là de confiance et il nous a toujours envoyé cette idée que si on voulait, bah, qu'on y aille quoi. Voilà. Ça, ça t'a forgé, comment justement? Si on voulait, bah, il faut y aller parce que tu nous parles de la mer, de ce plaisir d'être en mer, de ce bonheur d'être libre. Mmh. Pourtant tu vas pas devenir, skipper professionnel, Mmh. Katia. Ça va plutôt aller se passer dans la fameuse, voilà, Solent University dont on parlait. On va plus, parler de conception, de construction. Hem, il y a quoi dans la tête à cette époque-là? Oh là là, j'ai beaucoup hésité avant d'aller à Southampton, hein, moi j'ai fait un bac, sciences de l'ingénieur, donc il y avait de la mécanique, de l'électronique, j'étais la seule nana, enfin j'exagère, on était 3 nanas dans ma classe, déjà dès le lycée en fait, hein, c'est toujours le Oui, cas déjà maintenant, d'entrée mais de jeu, c'était voilà. d'entrée de jeu, c'était posé et D'ailleurs, juste une petite parenthèse, qu'est-ce qui t'a attiré justement? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans tout ce qui est, oh, je crois que j'ai mécanique, vraiment, technique? un intérêt intellectuel pour le sujet, Ouais. je m'éclate, ça me fait marrer, voilà et depuis toujours, en fait, j'ai eu cette appétence pour ça. Là, pour le coup, je sais pas d'où ça me vient parce que je suis bien la seule dans ma famille. C'est vraiment des intellectuels, pas du tout, dans des domaines techniques et non, ça a toujours été là et pour autant, quand je voyais, les gars de ma classe, là, au lycée, tout ça, qui se projetaient tous dans des études d'ingénieur, c'était calé, c'était écrit, je ne me reconnaissais absolument pas. C'était pas toi?
dans leur énergie, dans leur profil, dans ce qui les amenait à ces sujets-là. Donc c'était un peu problématique pour moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon appétence pour ces sujets-là ou est-ce que je vais naviguer, quoi? Et là, le métier d'architecte naval, en fait, m'était jamais venu à l'esprit, quoi. J'étais vraiment dans ce truc de: «Est-ce que je pars être monitrice au Glénan ou est-ce que je prépare mon entrée, aux arts et métiers, quoi?» Et en fait, à un moment donné, Southampton, et ça m'est passé devant les yeux. J'ai vu cette formation, j'ai vu ce truc et là, j'ai dit: «Bon, allez, c'est bon, quoi. 0 question, j'y vais». Je parlais pas un mot d'anglais, j'avais fait allemand première langue. J'ai déboulé là-bas, en me disant: «Si ça se trouve, dans 3 mois, je suis de retour à la maison, mais c'est pas grave, j'y vais, quoi». Et là, je pense cet élan, de, si tu veux, si tu sens quelque chose, vas-y, n'hésite pas, fonce. Là, ça s'est passé. C'était pas un projet, mûri depuis longtemps, construit, ça s'est fait en quelques semaines, le temps d'un été. Et c'est un des moments de ma vie où j'ai foncé, ouais. J'ai pas réfléchi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. À quel point tu es une grosse bosseuse? Ouf, à peu près, à travers le plafond. Alors je précise à nos auditrices et nos auditeurs que Katia vient de me faire un signe, voilà, avec sa main au-dessus de la tête et même encore bien au-dessus pour dire que, voilà, on est sur de la bosseuse plus, plus. Ouais, 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 ça c'est clair, et depuis toujours. C'est vraiment j'ai une appétence pour le boulot, je suis une grosse bosseuse, j'ai besoin d'avoir quelque chose, à triturer, j'ai besoin d'avoir des sujets à mener, carrément, ouais. Quand tu es à Southampton, donc de 2003 à 2006, hem, bon, tu as est-ce que tu as une vocation pour les matériaux composites qui se réveillent ou pas? Ça se passe comment cette fille? Non, alors franchement pas. Honnêtement, les cours de structure étaient, hyper théoriques, assez ennuyeux, je me serais absolument pas projetée là-dedans. Oui, d'ailleurs, tu partais pour faire quoi? L'idée, c'était quoi? D'apprendre à dessiner des bateaux? Ouais, je crois que c'était ça mon idée. Bah, mon idée c'était, je vais faire quelque chose de technique, qui va, faire travailler, mon appétence pour l'ingénierie, et en même temps, lier ça au bateau, quoi. Et donc il y avait cette espèce effectivement d'envie de comprendre comment ça marche, d'essayer moi-même, quoi, de dessiner des bateaux effectivement. Donc je m'orientais plus vers de l'architecture navale. Et ça a été un peu, une coïncidence, c'est-à-dire que j'ai envoyé plein de CV à la fin de ma formation, j'ai hésité à continuer en master, à faire d'autres trucs. J'étais très jeune, hein. Moi, je suis arrivée là-bas post-bac, j'ai fêté mes 18 ans, à Southampton, quoi. Donc j'attendais un peu des nouvelles, quoi. Puis j'avais pas de finalement, les cabinets d'archi auxquels j'ai écrit m'ont pas répondu ou négativement. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'occasion de poser mon CV chez Gurit. Comme ça se fait beaucoup en Angleterre, ça s'est fait au bar, bizarrement. J'étais barmaid, moi, j'ai beaucoup bossé comme barmaid pendant mes études, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Et il se trouve que c'était le pub dans lequel, venait, boire des coups l'équipe de structure de Grit, quoi. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré une partie des ingénieurs. J'ai eu mon premier poste, comme ça, en me disant: «Pourquoi pas? J'ai envie On de est sur de rester la dans bonne le coin». tradition, védique, hein, quand même sur, tout se passe au bar, quoi. Ah bah, c'est clair que, entre Southampton, l'île de Whitecaps et cetera, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour moi aussi, j'ai déboulé là-dedans, honnêtement, sans appétence particulière pour la structure. Et puis en fait, je suis restée 13 ans, chez Gurit. J'ai croché dedans, je me suis passionnée pour le sujet techniquement. J'y ai trouvé une équipe, de gens passionnés qui m'ont énormément, appris, soutenu. C'était une époque aussi où le métier était quand même, je me sens pas vieille, mais je peux le dire quand même, c'était une autre époque, quoi. Au niveau des outils, au niveau des, on n'avait quasiment pas de modèle, 3D des bateaux, on faisait beaucoup de dessins à la main, il fallait qu'on soit, vraiment dans de la, c'était beaucoup plus artisanal, en fait, qu'aujourd'hui. Et je suis tombée sur une équipe d'ingénieurs là qui reste exceptionnelle, je trouve, encore aujourd'hui dans sa capacité à aborder la structure comme ça. C'est-à-dire on comprend d'abord, on anticipe ce qui va se passer avant de commencer à utiliser des outils sophistiqués qui vont nous permettre, d'affiner, de confirmer, de voilà. Et donc ça développe une culture, technique, heu, qui est vraiment, un socle, je serais reconnaissante pour le reste de ma vie professionnelle pour ce que ça m'a apporté, quoi.
On va évidemment développer, on va aussi expliquer un peu mieux quand même ce que c'est, Gurid parce que, bah, moi je sais maintenant parce que forcément je me suis un peu renseignée pour préparer ce podcast, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Avant qu'on y revienne, j'imagine que vous n'étiez pas, non plus beaucoup de femmes, dans ces branches-là. Ça a été un problème pour toi ou, finalement ça t'a jamais vraiment préoccupé? Ça a jamais été un problème, dans la partie, technique, dans mon travail, je crois pas. Moi, je pense parce que j'étais très bosseuse, je pense parce que mine de rien, j'étais assez, agile, sur les sujets, qui étaient mis devant moi. Ça s'est très vite, très bien passé et j'ai senti, beaucoup de confiance de la part de mes supérieurs. Je me suis retrouvée très, très vite, seule face à, des clients, et quelque part, à aucun moment, j'ai douté de ma capacité à faire. Et je crois que c'est parce que j'ai été quand même entourée de gens qui ont exprimé leur soutien et Bienveillant. bienveillants, oui, et puis, je sais pas, de manière, très, pratico-pratique dans le quotidien, j'ai pris conscience assez rapidement que, oui, les projets s'enchaînaient, qu'on me proposait, plus d'autonomie, plus de et c'était fait de manière, assez fluide et assez encourageante, quoi. Je sais pas trop à quoi ça tient tout ça, mais en tout cas, heu, j'ai pas senti que le fait d'être une femme était en aucun cas, une question pour, mes employeurs et du coup, quand j'ai débarqué parfois, devant des clients en plus j'étais très jeune, je suis rentrée chez Gurit, j'avais, même pas Vingt 21 ans. 21 ans, ouais, c'est ça. Mmh. Je me souviens d'avoir déboulé comme ça la première fois toute seule, Tu à sur le Zurich, juste parenthèse? non, j'étais Non? sur l'île de Wight, Tu en à White? Angleterre, OK. ouais, ouais, ouais. Et où la majorité de l'équipe était basée et du coup, bah, les clients, c'était, Mike Golding, c'était, des grands skippers de l'époque et j'ai eu de temps en temps quand même, j'ai pu sentir le regard des équipes des clients en me voyant arriver en disant: «Waouh, c'est ça l'ingénieur qu'on nous envoie?» Et je l'ai ressenti encore, ça m'arrive encore même parfois de le ressentir, hein, mais en fait, finalement, quand on est à sa place, à sa juste place, ça dure 5 minutes et puis ça roule, quoi. Ça a été peut-être plus pour moi un frein dans ma pratique de la voile, à vrai dire. Ah J'ai oui? plus senti un espèce de peur de pas être à la hauteur, de manque de légitimité, de syndrome de l'imposteur et cetera dans ma pratique de la voile qui fait qu'à un moment donné, peut-être parce que j'avais moins de facilité finalement sur l'eau que derrière mon ordinateur, donc je me suis réfugiée dans ce que je savais faire bien et facilement et du coup, je me suis pas sentie freinée par la question du genre. Est-ce que tu peux, nous décrire, justement, bah, quand tu es arrivée et puis comment ça a évolué aussi évidemment, quel était ton rôle? Quel était ton métier? Ça veut dire quoi être, voilà, spécialiste en matériaux composites, en structure? Et ben, concrètement, l'ingénieur sur structure, c'est celui qui va, définir, comment est-ce qu'on va faire tenir le bateau, quelle quantité de matière on va mettre à quel endroit, dans quel sens on va orienter les fibres de carbone. Donc il y a, toute une partie, où c'est du calcul vraiment, avec des tableaux Excel et de la résistance des matériaux et tiens, si j'applique telle force, combien de plis de carbone il faut que je mette? Et puis il y a aussi toute une partie beaucoup plus conceptuelle de, et ben, voilà, j'ai une quille pendulaire à accrocher dans le bateau, comment je m'y prends? De quelle place j'ai besoin? Et donc, il y a finalement, c'est assez varié. Ça paraît un truc hyper niche, hyper spécifique d'ultra spécialiste et en fait, finalement au quotidien, on fait plein de choses différentes et donc moi j'ai beaucoup, beaucoup, crayonné, travaillé sur des concepts, imaginé des formes de pièces, discuté avec les chantiers dans les premières années notamment, je faisais beaucoup, beaucoup ça. Après j'ai eu une phase où j'ai fait plus de calculs, en utilisant des logiciels dédiés où là vraiment on peut passer, je sais pas moi, des semaines entières sur son ordinateur, à cliquer, 25 fois par jour sur le même bouton quoi. Ça c'est quand même un métier un peu spécial, hein. Enfin faut faut dire ce qui est quoi.
Faut avoir un côté un peu geek, quand même. Hem et puis c'est vrai qu'après avec le temps, mon métier, toujours en tant qu'ingénieur structure, a pas mal évolué vers de la gestion de projet aussi. On interagit beaucoup avec les chantiers. Concrètement, on va avoir l'architecte naval qui dessine, la forme de la pièce. Nous, on va définir, quels matériaux, comment la construire et cetera. On va, aboutir à des plans et ensuite quand ça passe au chantier, on va avoir quelqu'un dans le chantier qui va, détailler encore plus le comment est-ce qu'on passe du plan à vraiment la réalisation et là, il y a une phase d'échange qui est, souvent très riche, où, la personne qui est dans le chantier va nous dire: «Bah, en fait, tel que tu avais imaginé les choses, d'un point de vue pratique, c'est compliqué, j'ai pas d'accès. Tu pensais qu'on pouvait mettre un pli par là, mais en fait, finalement, comme on a déjà rebouché, tel trou, ben, on n'a plus accès, donc comment est-ce qu'on s'y prend?» Hem, ou alors, bah, finalement, je préférerais faire différemment parce que ça m'évitera de faire cuire la pièce, 2 fois de suite. Donc dans toute cette phase-là, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Ça reste très technique, mais on sort du calcul et c'est là où il faut avoir, un petit peu cette, on retombe dans quelque chose qui est de l'ordre de, du feeling, de la compréhension de ce qui se passe et ce qui est un petit peu délicat dans notre métier, c'est que, hem on nous demande de garantir que ça va tenir Mmh. et en même temps, très régulièrement, on nous demande, hem, de valider, hem, quelque chose qui a jamais été fait ou qui finalement est un peu moins que l'idéal qu'on avait dessiné et on nous demande Oui, de dire: «Oui, ça va tenir quand même» oui, d'accord. et donc en fait, il faut que chacun, joue le jeu et dans l'immense majorité des cas, chacun joue le jeu. C'est-à-dire que Heu, de bout en bout de la chaîne, on optimise, on cherche à avoir des coefficients de sécurité vraiment le plus proche de l'optimal pour pas mettre trop de matière, machin et puis en fait, un jour, on débarque sur le chantier, on est 5 autour du problème et il faut qu'en l'espace d'une demi-heure, on ait pris une décision qui impose à chacune des personnes de la chaîne de rogner un petit peu sur ses marges de sécurité, de s'éloigner peut-être de l'idéal un peu abstrait qu'on s'était fait du problème et de concrètement résoudre quelque chose là, en bonne intelligence et c'est ça qui est passionnant dans le métier, en fait. Moi, si c'était juste, faire du calcul toute la journée, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait rapidement, ennuyée. Alors, tu as travaillé sur des projets, de TP52, de Mini C50, d'IMOCA, de Classe 40, sur Bank Pop, sur Charal, sur, Hugo Boss. Dans ce que tu racontes, est-ce qu'on a droit à avoir, allez, 1 ou 2 anecdotes, Katia? Par exemple, une pièce, un bateau, un projet qui t'aurait vraiment donné du fil à retordre? Hem il y a des moments qui resteront effectivement, gravés quoi, des moments d'adrénaline, forts, des choses, et je pense que c'est plus de l'ordre de ce que je décrivais juste avant, c'est-à-dire des moments où il y a j'ai souvenir par exemple de Bangkok, 9, Neuf. ouais, qui n'est plus, qui a coulé, où j'avais énormément travaillé sur tout le système de foils qui était d'une complexité, incroyable. Les foils, avaient, une possibilité de bouger dans à peu près toutes les directions et du coup, il y avait, un système derrière qui était, très ingénieux, mais c'était une vraie usine à gaz et donc moi, j'avais été, en charge de dimensionner toute la structure autour pour que ça tienne. Il y avait des vérins, qui tenaient des charges, Colossal? astronomiques, ouais, vraiment, c'était impressionnant et la veille de la mise à l'eau du bateau, donc c'est quand même des chantiers, d'une ampleur incroyable. Une mise à l'eau d'un bateau comme ça n'arrive, ni tous les ans, ni tous les 2, ni tous les 3 ans. C'est quand même des j'ai un coup de fil du chantier, qui me dit, «Il y a une des pièces centrales du système qui a explosé, viens tout de suite», quoi et c'était la veille de la mise à l'eau, quoi et là, j'ai souvenir d'avoir une espèce de descente, de comme si, il y avait tout à coup, j'avais tout le poids de mon corps qui était descendu dans mes pieds en un quart de seconde, quoi. Tu te dis: «Mais la vache, l'enjeu», alors que bon, je veux dire, on fait pas des opérations à cœur ouvert, hein. Il y a pas non plus, on sauve pas des vies, hein. Mais quand même, en fait, on s'attache, on est dans des projets, puis là, il y avait des enjeux colossaux et du coup, j'ai souvenir, d'avoir passé, je pense à peu près 24 heures d'affilée avec Paolo Manganelli, mon patron à l'époque, chez Gurit là, à, à trouver une solution, quoi.
à trouver une solution pour réparer le truc, comprendre ce qui s'était passé, fiabiliser avec, Ronan Lucas à l'époque qui, toutes les 2 heures nous disait: «Qu'est-ce que je dis au sponsor? Quand est-ce qu'on met à l'eau? Combien d'heures? Combien de jours?» Il y avait tous ces DK qui étaient, aussi Bien en sûr. branle-bas de combat, et c'est vrai que, bah, c'est des moments où au final, oui, on était avec notre calculatrice, il fallait faire des calculs, mais il fallait aussi et surtout discuter, avec, Stéphane Digard, avec les gars dans l'atelier, quoi. Comprendre ce qui était possible de faire dans le temps imparti et cetera, et c'est là qu'on se rend compte, en fait, à quel point on a besoin de tous ces corps de métier-là et que les uns sans les autres, on n'aboutit absolument à rien, quoi. Donc être capable de se parler alors qu'on parle pas toujours le même langage. Faut dire ce qui est, c'est Mmh. pas toujours simple, en fait, hein, et moi j'adore ces espaces-là. Je me sens bien dans ces espaces-là, et c'est pour ça que derrière, j'ai petit à petit laissé, ce métier d'ingénieur structure pour me diriger vers la gestion de projet, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait le choix de quitter Gurit pour arriver chez VPLP où je savais que j'allais trouver, un côté plus, multidisciplinaire, avec d'autres métiers et avec du coup ces interactions un peu plus vastes, quoi. Je me suis sentie à l'étroit dans ce rôle juste d'ingé structure, et finalement, les moments où je me sentais vivante, vibrer, c'était tous ces moments où j'étais en interaction avec d'autres. Juste petite anecdote avant qu'on arrive à justement la période VPLP à partir de 2019. J'ai lu aussi que tu avais travaillé sur les nouveaux bus de Londres? Ah mais oui, mais tout à fait. Mais oui, mais tout à fait. Alors raconte-nous, les bus rouges, c'est un peu toi? Beh, et l'arrière des bus rouges, c'est un peu moi. À un moment donné, Londres a voulu rénover sa flotte de bus, et certains de leurs ingénieurs R&D se sont dit que ce serait génial s'il y avait une partie en composite, ce qui était complètement inédit. L'idée, Je c'était que croyais que tu allais dire ce qui était les complètement déchets. idiot. Non, non, inédit. Alors ça, je ne sais pas, je ne jugerai pas. C'était très rigolo comme projet, très, très, très différent de ce que j'ai pu faire, avant et après. Mais ça, c'était une des beautés de mon job à Gurit, c'est qu'il y avait quand même, de la diversité, quoi. Il y avait une grosse part de bateaux, et des superbes projets, et il y avait aussi, des nouveaux bus pour Londres, et des grues aussi. J'ai mis des grues à bord de gros cargos, voilà. J'ai à un moment donné, ouvert la porte à ça pendant des années. J'ai résisté en disant: «Non, non, non, moi déjà je voulais être architecte naval et je suis ingénieure structure, donc vous allez pas en plus me faire bosser sur des pales d'éoliennes ou je sais pas Sur des quoi». grues et sur des Voilà. bus. J'étais mais farouchement opposée au truc, et puis à un moment donné, j'ai ouvert la porte. En fait, je me suis éclatée intellectuellement, c'était hyper riche, voilà. Bon, alors on va plus regarder les bus rouges de Londres, pareil Mmh. maintenant. On saura qu'il y a un petit peu de Katia Merle dedans. Alors effectivement, tu l'as abordé, à partir de 2019, il va y avoir, donc cette arrivée chez VPLP, donc plutôt en tant que chef de projet. Du coup, là encore, ton rôle évolue comment au sein de cette, belle et renommée structure, Et cabinet? ben, peut-être la manière la plus facile d'illustrer le changement de rôle, c'est, sur les projets IMOCA. En fait, moi, j'étais, en charge, de l'ingénierie structurelle des IMOCA de VPLP quand j'étais chez Gurit. C'est-à-dire que Gurit était un sous-traitant de VPLP. C'est moi qui étais en charge, chez Gurit de ces projets-là, et en arrivant chez VPLP, Gurit a continué à être, sous-traitant de VPLP. Donc certains de mes collègues, ont pris, ces projets-là, et moi je me suis retrouvée du coup au quotidien à suivre tout ce que faisaient les ingé structures de chez Gurit, à faire une partie du travail structurel sur, des pièces, un petit peu plus en lien avec l'équipe. Donc typiquement là sur ces projets-là, chez VPLP, il y a une partie de la structure qui est quand même faite en interne. Tout ce qui est l'accroche des gréements, les appendices notamment beaucoup. Alors moi je suis pas du tout une spécialiste appendices. Quand je suis arrivée chez VPLP, il y avait déjà, très, très grands spécialistes de structure appendices, donc moi je j'ai pas particulièrement accroché là-dedans, mais donc voilà, je me suis retrouvée à orchestrer, plusieurs corps de métier dont, les ingé structures de Gurit, et avec quand même un champ d'action qui était, limité entre guillemets à toute la phase de construction du bateau, à toute la phase de voilà, donc c'est-à-dire que moi j'ai pas,
de casquette, d'architecte naval, à proprement parler chez VPLP aujourd'hui. Les dessins de carènes, les grands équilibres, et cetera, c'est pas du tout un sujet dans lequel moi j'ai une expertise. En revanche, mon expertise en structure fait que dans toute la phase de construction des projets, d'avoir un chef de projet qui a, une spécialité technique, en structure, c'est assez puissant parce que ça permet, d'être, quand même, très impliqué dans le projet en tant que chef de projet parce qu'on a une compréhension fine de ce qui se joue au quotidien quand le bateau se construit, quoi. De revêtir cette casquette-là, ça te remplit comment? Ça rajoute combien de cordes à ton arc et toi, ça te remplit comment dans, voilà, ce plaisir au quotidien, d'avoir cette sensation que tous tes neurones, fonctionnent constamment et qu'ils sont tous mis à contribution ou dans, je disais sur ta page LinkedIn où tu dis, alors évidemment tu parles de ton côté ingénieur, puis aussi de tes compétences relationnelles et organisationnelles, je vais y arriver. Donc voilà, d'arriver à ce poste-là, c'est ça, ça te comble à quel point? Hem, c'est quelque chose qui est en évolution parce que je suis encore en train de un petit peu tourner une nouvelle page là, en ce moment de mon métier. Mais, si je parle de la page que j'ai ouverte en arrivant chez VPLP, jusqu'à, il y a quelque temps, hem, pour moi, ça a été vraiment, un espace d'expression, génialissime, quoi. Parce que, il y a vraiment, ce foisonnement, quotidien, ce mélange de problématiques hyper techniques et d'intelligence collective, quoi. De se dire à un moment donné, si on reste tous, chacun avec, l'ingé structure qui dit: «Oui, mais moi je pense qu'il faut mettre, tant de matière sinon ça va casser» et puis, le spécialiste système qui dit: «Mais oui, mais moi dans le projet précédent, on avait fait différemment» et finalement le point de départ, quand il y a des nœuds techniques, hem, il est quand même, pas toujours, mais régulièrement que chacun, dans son métier, dans son entité, a besoin de défendre un peu son bout de gras, quoi. Parce que la solution, de de compromis, mais c'est pas toujours des compromis d'ailleurs, mais la bonne solution, ça peut pas être juste, l'addition des idées et des contraintes de chacun, quoi. Il y a un moment donné où, Faut il trancher. faut, que chacun, réussisse un peu à faire un pas de côté, se mettre un peu à la place des autres, et en plus tout ça, se mélange à des contraintes de timing, de budget, qui font qu'on est très souvent, heu, ouais, pressé par le temps, quoi, avec, des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à résoudre le nœud qu'on a là aujourd'hui, finalement, on va décaler non seulement ce sujet-là, mais les 5 ou 6 sujets qui dépendent de ça derrière. Et donc cette espèce de d'arborescence de sujets, ça, c'est quelque chose dans lequel moi, mon cerveau se retrouve très bien, quoi. Et donc, j'ai eu un plaisir fou à ce qu'on me dise: «Bah, ouais, en fait, maintenant, c'est ton taf, là. Et tu plus juste un de ces acteurs, Tu qui chapeautes. voit tout ce qu'il y a Ouais. autour et puis qui est là: «Bah, ouais, mais en fait, ce serait peut-être bien que, mais bon, moi, il faut que je reste à ma place». Et là, en gros, c'était mon job, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, je me suis jetée là-dedans à bras le corps. Alors là, pour le coup, la charge de travail, j'ai remis une couche, quoi. J'ai été à fond, je me suis régalée, j'ai eu l'impression qu'en fait, finalement, ce qui était, quand j'étais chez Gurit, mes petits plaisirs, les réunions comme ça, multimétiers qui arrivaient une fois, toutes les 3 semaines, c'était devenu mon quotidien, quoi. Je débarquais au boulot le matin et putain, c'était ça mon taf, quoi. Et donc C'était ça quoi a été un ton d'ailleurs, kiff. c'était quoi ton premier gros projet quand tu es arrivé chez VPLP? Alors ça, j'ai passé la porte de VPLP un lundi matin et là, J'aime bien le ton sérieux que tu prends tout de suite là. ouais, non, ça a été, l'entrée de jeu a été l'entrée en matière a été assez, rocambolesque. Enfin, bon, parce que Quentin Lucet me dit: «Bon, on a pensé à un projet pour toi, c'est un bon, bah, tu ouais, si, je pense que ça va c'est un bateau à moteur militaire». Et là, je me dis: «Mais waouh, j'espère qu'on s'est bien compris quand même, quoi». Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout là pour ça, quoi. Et en fait, ça a été mais c'est ça qui est génial, je sais pas ce que je sais je dois être bizarre, mais en fait, je me suis éclatée, quoi. Je Oui, suis bah, c'est rentrée comme dans le le bus sujet. londonien ou les grues quoi, tu t'es éclaté finalement. Bah, ouais, je me suis éclatée, techniquement, c'était intéressant, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris à dessiner un foil, j'étais, enfin voilà, c'était, j'ai pris ça pour,
pour ce que c'était et puis voilà et puis en fait après donc petit à petit, j'ai bossé sur des bateaux à voile, les bateaux de course, classe 40, et puis au final, le plus gros projet, sur lequel j'ai joué ce rôle-là de coordination de projet, c'était Malaysia, voilà, qui était construit juste à côté, hem et ça a été un projet, dense mais hyper riche et je garde un super souvenir de cette collaboration avec le chantier, avec l'équipe. Il y a des moments, il y a des moments où j'ai pété les câbles, hein, mais je pense que ça C'est humain? c'est humain et puis, c'est peut-être ça qui fait que là, effectivement, du coup, je suis en train de tourner un peu une autre page et j'arrive à un moment de ma vie où effectivement, je peut-être à tort, hein, mais en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle je suis en ce moment. Je crois que les sujets environnementaux, tels que moi je les vis, à titre personnel, ils, ils demandent, d'être connecté au vivant déjà. Et ça, c'est quelque chose, honnêtement, quand on est, ingénieur derrière son ordinateur, le fait qu'on bosse sur un bateau à voile et qu'un jour, il y a des gens qui vont aller, au milieu, des mers du Sud et ressentir cette connexion incroyable, on en est très loin, en fait. Et puis c'est pas nous qui allons sur les bateaux là. Donc effectivement, on est quand même pas mal coupés de ça. Hem, donc ça, c'est quelque chose qui commence un peu moi qui a commencé à me tirailler, à me dire: «Je mets une grosse partie de mon énergie, heu, sur ces projets qui me coupent de quelque chose qui me paraît fondamental pour avancer sur les sujets environnementaux». Hem, le fait d'être toujours dans la compétition aussi, c'est très ça peut être très sain et vecteur de plein de choses et ça permet d'avancer, ça permet d'innover, donc je remets pas du tout tout ça, en cause. Mais, moi, à titre personnel, une fois de plus, je sens que pour aborder les sujets environnementaux, il y a quand même un truc assez fondamental qui est de l'ordre de la collaboration et du faire ensemble, et du coup, cette, cette atmosphère assez tendue, assez tournée vers la performance pure, il y a un moment où ça vient quand même en contradiction avec ce besoin de dire: «OK, je respire, ce que je cherche, c'est pas, le dernier pouillème de performance, c'est, la solution qui va me permettre d'avancer de manière pérenne vers quelque chose de plus soutenable, quoi». Donc c'est vrai que j'ai envie, là, aujourd'hui, en tout cas, d'aller explorer, pleinement ces sujets environnementaux et je sens que, le faire tout en restant, impliqué jusqu'au cou dans la course, c'est pas simple. Il y a à un moment donné une forme de dissonance, qui rend, le travail, sur les sujets environnementaux, difficile. Voilà. C'est ce que j'allais te ça me fait penser à 2 questions finalement. Comment, comment on arrive à intégrer justement ce questionnement et ces problématiques-là, dans ton métier? Et puis, comment on arrive à faire, passer le message? Comment on arrive à faire, accepter, le message? Parce que comme tu le dis à très juste titre, performance, innovation, ça fait comme ça là, a priori, hein, ça fait pas forcément, écho à voilà, à écologie, à durabilité, à préservation de l'environnement. Ouais, bah, c'est évidemment un vaste sujet et je pense qu'il y a plein de manières différentes d'y répondre, donc je prétends pas avoir, une ou la bonne réponse, mais je crois que finalement, il faut avancer sur plusieurs tableaux. Moi, dans l'univers, de la course, j'ai essayé de prendre au vol tous les espaces qui sont disponibles pour aborder ces sujets-là et il y en a quand même pas mal. Déjà, il y a des projets qui font des choses, très ambitieuses. Là, récemment, on a travaillé sur les petits doudous. Les petits doudous, ouais. Mmh. Bon, ça, c'est quand même des projets, qui prennent de gros risques, techniques pour aller essayer, des nouvelles matières, en l'occurrence du carbone déclassé, de l'univers aéronautique. Hem, c'est des projets sur lesquels, ben, techniquement, on peut apporter quelque chose, et
qui ont le courage de lancer de nouvelles choses. Et donc, on voit là toute la force de ces personnes qui sont dans cet état d'esprit de on peut être pionnier de quelque chose, on va essayer, on va prendre des risques, on y va, quoi. Enfin, moi, Armel, il m'épate, quoi. C'est vraiment quelqu'un Armel Tripon. qui est dans Armel Tripon, ouais, c'est quelqu'un qui est dans le faire, dans l'action. Et donc, finalement, dans notre écosystème là, de la course au large, il y a beaucoup de personnes qui ont ce courage et cette qualité de se lancer dans des projets fous comme ça. Il y a aussi des financements derrière, et donc il y a des opportunités pour faire des choses qu'on n'aurait pas hors de cet écosystème-là. Donc, c'est positif. Après, peut-être qu'un jour, effectivement, tout le travail qui a été fait là, avec autour du projet d'Armel Tripon, il va permettre à d'autres projets de voir le jour. Donc, moi, je rends hommage à tous ces projets-là. Et il y en a, franchement. Après, j'ai pas mal échangé avec la classe IMOCA au moment de la rédaction de leurs nouvelles règles de classe, là, qui met un calcul d'empreinte environnementale. À moins de Euh, 15%. voilà, une La réduction, descendre à 15%, ouais. réduction de 15% d'impact environnemental. Au final, personnellement, ce que je peux essayer de travailler, de creuser, d'exprimer sur la question environnementale par différents moyens depuis plusieurs années, a rarement eu autant d'écho que depuis qu'il y a cette règle où quelque part, ça y est, il y a des chiffres, on nous demande de faire des calculs, on nous demande de performer par rapport à une règle, on nous demande de faire tout ce que notre écosystème sait faire en fait, c'est-à-dire d'optimiser une conception par rapport à une règle. Et donc là, eh ben, les gens s'y mettent parce que c'est dans leur ADN, c'est dans leur dynamique. Ah bah ouais, ok, alors attends, mais finalement, tu nous disais quoi la dernière fois là, que t'avais calculé quelque chose, ah, mais c'est quoi les chiffres? Ben génial! Il fallait en passer par là pour que les ingénieurs de l'open space se sentent titillés. Bon, bah, ok, bah, super, on y va, quoi. Donc, finalement, je crois que c'est pas inintéressant de se dire, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue, n'ayons pas peur d'utiliser les codes de cet environnement-là pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les gens. Après, c'est sûr que il y a un moment donné où il faut quand même que chacun se questionne sur qu'est-ce qui prime aujourd'hui. Est-ce que c'est d'aller chercher le pouillème de performance pour la version 3, 4, 5 de tel bateau, ou est-ce que c'est peut-être de rebattre franchement les cartes et de se dire ben on lance de nouvelles règles de conception qui soient vraiment en mesure de limiter fortement l'impact, et puis on se remet à jouer dans ces nouvelles règles. C'est vrai que là, on arrive quand même à parfois des choses qui qui sont un peu, on essaie d'amoindrir l'impact des bateaux, alors qu'on est dans une histoire de vie de certaines classes de bateaux où ils sont ultra optimisés, où tout est déjà allé très, très loin dans repousser les cadres des règles de classe. Donc c'est pas forcément un environnement qui est hyper propice à faire des réductions majeures d'empreinte environnementale. Donc après, à partir du moment où on met au boulot tout un écosystème sur ces sujets-là, ça reste quand même positif et utile. Après, moi, je crois beaucoup au fait qu'en dehors de la course, il y a aussi beaucoup de choses à faire, sur les bateaux de plaisance notamment, dans le transport maritime. Les fameux refits là dont tu parlais, de réutiliser aussi des bateaux? Oui, évidemment, ça c'est une question centrale. Je pense qu'au niveau des usages et des habitudes des plaisanciers, il y a vraiment des choses qui sont en train d'émerger, que ce soit le fait d'aller refiter des bateaux existants, que ce soit le fait de partager des bateaux aussi. On est quand même petit à petit en train de s'éloigner du côté un bateau neuf par propriétaire. Et donc ça questionne aussi comment on dessine les bateaux, comment on accompagne les projets sur le plus long terme. Est-ce que nous, notre rôle d'architecte, il n'est pas simplement au moment de faire les plans, mais aussi de suivre dans la vie du bateau? Voilà. Mais, ça a été quand? Ça a été quoi, alors je vais employer des mots forts, mais je mets des guillemets, hein. En fait, ton épiphanie, pour intégrer ces préoccupations écologiques dans ton métier? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent chez toi et ouais, à un moment, tu t'es dit: «Bah, il faut l'intégrer,
faut que ça devienne part de mon métier aussi? Ou est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de conscience qui a fait évoluer, et qui t'a fait cheminer? Je crois que ça a toujours été là. J'ai des souvenirs d'avoir été, chez Gurit, déjà, à être la seule de l'équipe à aller assister à des conférences de recherche assez techniques, pointues sur le recyclage de la fibre de carbone, dans les années 2010 quoi. À un moment où c'est vrai que c'était pas des choses dont on parlait quotidiennement et moi j'y étais, je revenais, je pondais des rapports, je faisais des récaps, donc je crois que ça a toujours été là. Après, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on commence à se dire que, il faut intégrer ça dans nos métiers avec, des nouvelles compétences, avec, des outils à créer. Là, nous, on a en ce moment un alternant qui vient, travailler ces questions-là chez nous, qui développe des nouveaux outils, donc j'accompagne, ça et donc finalement, c'est passé petit à petit, Mmh. d'un intérêt un peu personnel à, quelque chose qui s'intègre dans mon métier. Mais, ça a été assez progressif, et je crois quand même qu'à chaque fois que je repars naviguer, que je passe du temps en mer, je reviens en me disant: «Non mais en fait, j'ai envie de passer plus de temps sur ces sujets-là, quoi», c'est clair. Parce que justement, ma manière à moi de naviguer, hem, elle me permet de ralentir, elle me permet de couper avec cette espèce d'addiction à la compétition et quand on est débranché un peu de tout ça pendant un petit temps, c'est plus facile de se dire, «Bon OK, faut qu'on fasse quelque chose là». Alors que quand on est dedans jusqu'au cou, c'est sûr que, ben, voilà, c'est tellement Oui, et puis prenant quand tu es que compétiteur, toi-même skipper, compétiteur, tu voilà, c'est compliqué de ouais, débrancher aussi. de débrancher et je peux totalement le comprendre, l'entendre, donc je pense qu'effectivement mon pilier à moi, il est là. Il est dans les respirations, dans les autres choses, dans les voilà, dans les moments où je suis dans des énergies autres qui me donnent de la force en fait, je crois. Mmh. Dans un avenir, lointain, mais proche aussi, pas forcément si lointain, il y a quoi encore, dans ta wish list de vie à cocher? Mmh. La question à 12 000 $. C'est une question à 12 000 $ en effet. Moi, je m'éclate depuis quelques années, dans, tout ce qui est, fonctionnement collectif, intelligence collective, facilitation, et donc à titre perso, dans les implications que j'ai hors du boulot, je je vis des trucs assez forts à ce niveau-là, d'apprendre à faire ensemble, avec des méthodes assez puissantes en fait, des choses qui permettent de partir d'un état où, on a un groupe hétéroclite autour de la table et des énergies, des grandes gueules, des gens effacés, et puis finalement, et ben, on aboutit, petit à petit à quelque chose où chacun vraiment, a une contribution, à la juste hauteur de ce qu'il a apporté en fait et c'est hyper puissant. Alors déjà d'un point de vue humain, et aussi d'un point de vue de ce qui en ressort en fait, de la qualité de ce qui en ressort et donc mon rêve, mon kiff, ce serait vraiment d'arriver à vivre pleinement ça dans le cadre du boulot et donc j'ai des petits espaces aujourd'hui dans lesquels, j'arrive à jouer avec ça et j'ai la chance d'être dans une structure où il y a de l'espace pour ça et où, on me dit: «Bah OK, ouais, vas-y, essaye ton truc là», et donc j'aspire à ça là. Ouais, j'aspire vraiment à ça. Et le prochain voyage en bateau, il va ressembler à quoi? Il va aller où? Oh là là, la version raisonnable ou la version, no limite? Ouais, est-ce qu'on est vraiment là pour être raisonnable? Non, on n'est pas là pour être raisonnable. On rêve de Patagonie. On rêve, rêve, rêve de Patagonie, après, c'est un voyage, très long, qui demande un bateau bien préparé et qui demande de pas avoir, trop laissé les corps se ramollir non plus, les années passent donc voilà, c'est de l'ordre vraiment du rêve total. Mais s'il y en avait un, ce serait celui-là. J'ai très longtemps rêvé de Pacifique, j'ai jamais été dans le Pacifique, mais ouais, ça me fait moins rêver maintenant et après il va falloir, travailler au corps, notre fille quand même. Voilà, l'adolescence arrive,
Bah, tu lui dis qu'elle aura le droit à un bel anneau, pour avoir passé le Cap Horn, tu vois? Dans son oreille. Ouais, je lui ai expliqué. Elle m'a demandé pourquoi, les hommes avaient parfois qu'une seule boucle d'oreille et je lui ai dit qu'à l'époque, c'était la tradition, ça a eu l'air de la motiver, ouais. Et bah, tu vois? On sait jamais. Le tour des bijouteries, ça marche toujours. Merci beaucoup, Katia, d'avoir passé, quasiment 7 heures, avec nous. C'était, génial de pouvoir, échanger avec toi. On a appris Bah, plein de merci à choses. toi. De mon côté, je vais essayer de faire en sorte que mon corps se ramollisse pas trop, puis je vais inviter à bord du bateau quand vous irez en Patagonie. Moi aussi, c'est mon rêve. Il y aura pas de test d'aptitude physique, t'inquiète pas. Ah merci, c'est gentil. Merci beaucoup en tout cas, Katia. On te souhaite, une très belle fin de journée et puis, Merci, à toi plein de beaux aussi. projets encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17 h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.